stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Kid. Avec moi, Louis Hamman, ex-stratège libéral et ex-délégué du Québec à Washington. Depuis lundi, on parle des négos US-Canada. Ça va pas changer aujourd'hui? Eh bien non, ça va être une journée probablement riche en rebondissements. Ouais. Et où tout peut arriver, évidemment. Les négociations sont clairement pas terminées. Nicolas, on l'a vu, M. Leblanc doit, je pense, dans les minutes qui vont suivre, là, avoir... Ben non, elle a été repoussée, pardon. La réunion a été repoussée, mais M. Leblanc est de retour à Washington depuis hier. Il fait des allers-retours, hein? Oui, on l'a vu, là. Oui, non. Il y a lui, des il doit commencer à bien connaître Washington. Alors, la négociation se poursuit, il reste des fils à attacher, on le sait, il reste un peu de temps, alors on va voir ce que ça va donner. Mais une chose est certaine, quand on prend un pas de recul, on regarde ça ce matin, Nicolas, on voit vraiment des fissures qui commencent à apparaître là, du côté canadien, fissures évidemment entre Ottawa et les provinces, fissures entre certaines des provinces elles-mêmes, fissures également entre certaines industries à travers le pays. Absolument. Alors écoutez, moi je dis que si la stratégie américaine c'était de diviser pour mieux régner, c'est mission accomplie. C'est réussi. Ouais. Moi, j'ai des craintes. Parce que j'ai une bonne source qui m'a parlé hier, qui est très, très proche du dossier, puis qui me dit, écoute, il n'y en a pas de deal. Il n'y en a pas de deal sur la table. On est quand même assez loin de s'entendre. Puis là, c'est minuit moins une. Là. Non, c'est clair. Peut-être qu'il n'y a pas de deal ou peut-être qu'il y en a un, on ne le sait pas. Chose certaine, le deal qui va sortir de ça, si jamais on accouche d'un deal, ce ne sera pas un bon deal pour le Canada. Là. Non. Moi, peu importe là, comment on va vouloir déguiser, habiller, maquiller cette affaire-là, il n'y en a pas. Dans la mesure où, pour Donald Trump, puis face à Donald Trump, on avait un choix. On avait un choix entre un deal pourri puis un mauvais deal. Puis là, super option! Puis là, pardon, excusez-moi, on a été un peu forcé à accepter le mauvais deal là-dedans. Alors, écoutez, c'est une réalité, on le dit depuis longtemps, le Canada a de la difficulté à faire le poids avec le géant américain, puis là, on en a un exemple. Moi, l'autre truc que je trouve intéressant là-dedans, c'est est-ce qu'on assiste peut-être, et je me peut-être, au début du commencement de la fin de la lune de miel de Mark Carney. Vous savez, on parle beaucoup depuis son élection du fait là, qu'il est pratiquement les marches sur l'eau. Captain Canada. Exactement. Puis les sondages, peu importe ce qui est arrivé au cours des 18-20 derniers mois, ça ne l'a pas beaucoup affecté. Les sondages sont encore stratosphériques à l'endroit. Moi, j'ai l'impression que l'épreuve qu'il traverse présentement et qu'il va devoir traverser si jamais il y a un deal qui est conclu, risque de peut-être... je ne sais pas, voir apparaître, comme je dis, le début du commencement de cette fameuse ligne de miel, avoir à surveiller, ça va être intéressant. Si le deal n'est vraiment pas bon, c'est un cadeau en or pour le PQ. On va se le dire. Non, ça, c'est clair. Si le deal est juste normal, reste le fait que le Canada va sortir beaucoup plus affaibli, ne serait-ce que les provinces vont être frues l'une contre l'autre. Ah ben non, c'est clair. Ouais. Et tu sais, on parle beaucoup, tu sais, au cours des derniers jours, l'alcool américain, de retour sur les tablettes canadiennes, tout ça. On le dit, on le répète, certes, c'est une chose de remettre l'alcool sur les tablettes, ça ne veut pas dire que les consommateurs vont être en rendez-vous. Non. Même chose avec le lait. Là, on parle maintenant dorénavant qu'on pourrait peut-être voir apparaître des ingrédients américains. Même des produits laitiers américains sur les tablettes. Encore une fois, moi, je le répète, on peut mettre des produits sur une tablette, ça ne veut pas dire que les gens vont les acheter. Et ça pourrait causer des maux de tête à M. Carney. Pourquoi? Je vous donne un exemple, Nicolas. Qu'est-ce qui arrive si dans un mois ou deux, Donald Trump se réveille un matin et commence à recevoir des appels de la part du lobby des vins et des spiritueux américains, du lobby des producteurs de lait américains qui lui disent « Écoutez, M. le Président, merci pour le deal que vous nous avez négocié. Certes, on a un accès au marché canadien, mais on ne fait pas de volume. L'aiguille ne bouge pas. Les produits ne bougent pas. Qu'est-ce que vous pensez que Donald Trump va faire? Il va prendre son téléphone, il va appeler M. Carney, il va dire, écoutez, M. le Premier ministre, on avait un deal, nous. On avait un deal pour remettre l'alcool, mettre des produits laitiers sur les tablettes, puis là, les produits ne se vendent pas. Alors, de deux choses. Une fois, vous me réglez ce problème-là, Monsieur le Premier ministre, ou bien, moi, je vais revenir à la charge avec d'autres menaces, tarifaires ou autres. Alors, encore une fois, là... Il reste un espoir, c'est les élections de mi-mandat. Vraiment il gagne, il perd de loin, peut-être qu'on a une chance. Mais vous connaissez Donald Trump, on connaît Donald Trump. Donald Trump, là, son playbook, c'est lorsque tu perds une bataille, tu sors en public pour dire que c'est une victoire retentissante.
et t'écorche, évidemment, et t'insulte ton opposant au passage. Là. Donc, moi, je le dis, même s'il perd les mi-mandats, là, Donald Trump, il disparaîtra pas dans le coucher de soleil. Là, Donald Trump. Il ira voir son conseiller Kim Jong-un. Il va être là encore à tous les jours, puis il va nous garder très, très occupés. Vous pouvez en être certain. Ah, c'est clair. Il se passe beaucoup de choses en Israël. On en parle beaucoup moins parce que on sait ce qui se passe dans le sud de la frontière, mais ça sent les élections en Israël, puis le Canada s'est opposé. Oui, bien, nouveau plan de colonisation israélien à Jérusalem-Est qui fait beaucoup réagir ce matin. C'est pour la construction de quelques 3400 logements, je crois, une colonisation, une colonie juive. Pas vraiment nouveau comme annonce, si vous voulez. Ça avait été adopté en 2025, ce plan-là. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que cette semaine, le gouvernement israélien a ouvert pour des appels d'offres là, pour réaliser ce projet-là. Alors, pourquoi c'est si controversé tout ça? Parce que, si ce plan-là va de l'avant, Nicolas, essentiellement, on viendrait en quelque sorte, éliminer toute possibilité de la création d'un éventuel État palestinien. Pourquoi? Parce qu'on viendrait essentiellement couper Jérusalem-Est et couper la Cisjordanie en deux parties. Alors, il y a 6 pays européens, le Canada, qui ont vivement condamné le lancement de cet appel d'offres-là. Canada et les Européens disent, écoutez, le droit international stipule noir sur blanc que c'est illégal, ça, d'une part. Et on demande à Israël de renoncer immédiatement à ce plan-là. On dit que ça va tout simplement, mettre de l'huile sur le feu. Mettre l'huile sur le feu, empirer et atteindre et entacher la réputation d'Israël à l'international. Il y a le ministre des Affaires étrangères britannique qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère, là, et là, je le cite, « Le lancement par ce gouvernement israélien d'un appel d'offres pour le projet de colonisation E1 est un acte inacceptable et destructeur. Le Royaume-Uni ne restera pas les bras croisés à accepter la destruction de la solution à 2 États. » Ed Miliband, le ministre britannique des Affaires étrangères. Alors maintenant, on le sait, les colonies juives, là, ça a toujours été controversé, toujours été un peu le caillou dans la chaussure du processus de paix. Tout ça a lieu, tu l'as mentionné, puis ça s'explique un peu, là. Tout ça a lieu sur un fond d'une perspective de législative à la fin du mois d'octobre en Israël. C'est une élection au cours de laquelle M. Netanyahou joue son avenir politique. Obligé de gagner, lui, là. Et qui donne, justement, une campagne où il y a clairement une surenchère là, de la droite israélienne. Netanyahou peut clamer qu'il est la meilleure personne, lui, pour défendre Israël. Preuve à l'appui, Iran et Gaza, les deux conflits. Mais ses opposants plus à droite disent, eux, ils en veulent plus. Nous, on va aller encore plus loin. Ouais. On va aller essentiellement avec un plan de colonisation qu'aucun autre premier ministre israélien, ni Ariel Sharon, ni Ehud Barak, ni Netanyahou lui-même, sont jamais allés là. Ils n'ont jamais eu le courage d'aller de l'avant avec ce plan de colonisation. Alors, à surveiller, on parle beaucoup des élections au Québec qui ont lieu cet automne. On parle beaucoup du plébiscite en Alberta. On parle beaucoup des mi-mandats. Moi, je vous dis, surveillez ce qui va se passer parce que l'élection législative en Israël va faire couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre. Et l'extrême droite en Israël, c'est une vraie extrême droite. Hein. Des fois, ici, on dit que certains partis, c'est l'extrême droite. Eux sont... Non. The real thing. Ouais. Extrêmement intéressant. Il y a une campagne pour redéfinir ou pour redonner la réelle grandeur de l'Afrique sur les cartes du monde. Oui, c'est un vieux débat, ça, Nicolas. Vous savez, la représentation de la taille réelle du continent africain sur nos maps-mondes. Ce qui a remis ce débat-là à l'avant-plan au cours des dernières semaines et ce qui a donné de l'oxygène essentiellement à une vieille coalition qui essaie de faire reconnaître justement la taille réelle du continent sur les maps-mondes, c'est une conférence internationale qui a eu lieu à Rio de Janeiro pendant cet été, où un officiel américain a fait une présentation en utilisant une carte du continent africain sur laquelle plusieurs pays, étaient mal identifiés, ça commence bien. ou même mal localisés sur la map. Encore mieux. Alors, écoutez, le département d'État s'est excusé pour cette bourde-là, mais ça a vraiment relancé le débat là, autour de cette question de la représentation réelle du continent africain sur les cartes géographiques. Et ça semble prendre de l'ampleur. Là. Il y a le Togo, par exemple,
qui est un pays d'Afrique de l'Ouest, qui va présenter officiellement, si vous voulez, une demande auprès de Nations Unies? Oui, exactement, l'Assemblée générale des Nations Unies, merci, qui a lieu le mois prochain. Ce qu'on demande en substance, c'est de dire, écoutez, abandonnons ce qu'on appelle la projection de Mercator sur laquelle est basée justement les cartes géographiques, les maps monde. Elle déforme la réalité. Et la question se pose, en effet, est-ce que c'est normal qu'à peu près toutes les maps monde, le Canada et, par exemple, le Groenland sont représentés comme étant plus vastes que le continent africain, alors qu'on sait très bien que le continent africain, c'est trois fois la masse terrestre du Canada, c'est 14 fois la masse terrestre du Groenland. Or, quand on regarde une map, je vous invite à le faire, le Groenland et le Canada ont l'air plus gros que l'Afrique. Alors, bref. Mais est-ce qu'il existe déjà une carte où les dimensions seraient respectées? Bien, justement, il y a une organisation, il y a une coalition d'organismes qui, justement, font la promotion d'une carte plus réaliste, si vous voulez. Et eux en ont de telles cartes. Okay. Mais faut-il encore... Il faudrait changer tous les globes terrestres de la planète. Bien, c'est ça. Alors, ça va être intéressant dans les cours de géographie. Certainement une question qui va être soulevée dans les cours de géographie. Là. La rentrée scolaire arrive à grands pas. Là. Une question intéressante à débattre sans doute. Et je comprends leur demande, leurs attentes. Non, c'est clair. Parce que c'est pas seulement une question, là, c'est une question de taille et tout ça sur la carte, mais c'est une question aussi de perception. De perception qui alimente cette idée d'une supériorité des pays du Nord face au Sud. Bref, encore une fois, probablement une discussion assez intéressante pour les étudiants en géographie. Merci beaucoup. Allez, bon week-end. Merci à toi aussi.